63 personnes dans la pièce. Personne n'osait respirer. Marco Benedetti, le bras droit de la famille Caruso depuis 25 ans. L'homme qui faisait disparaître les juges et transformait les traîtres en nourriture pour poissons, venait de gifler une serveuse et de la jeter à terre pour une erreur qu'elle n'avait pas commise. Elle avait 27 ans, était timide, invisible, le genre de femme qui s'excusait d'exister. Du sang coulait de sa lèvre. Ses lunettes gisaient brisées sur le marbre. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle pleure, qu'elle se mette à genoux. Mais elle ne pleura pas. Elle se releva. Elle regarda droit dans les yeux l'homme le plus dangereux de la pièce. Pas Marco, mais Dominic Caruso, le patron de 36 ans, immobile comme un roc, et elle parla. Pas en anglais, pas en italien. Dans un dialecte sicilien si ancien qu'il avait disparu avec les familles nobles massacrées 15 ans auparavant. Toute la salle se figea. Dominic Caruso, l'homme qui ne montrait jamais de surprise, se leva d'un bond, renversant sa chaise. Vincent Caruso, le vieil aube, confiné dans un fauteuil roulant, les mains tremblantes à cause de la maladie de Parkinson, se leva pour la première fois depuis 2 ans parce qu'il avait reconnu ses mots. La langue d'une lignée qu'il pensait avoir complètement enterrée. La lignée Castellano. Et à ce moment-là, les 2 hommes les plus puissants de New York comprirent quelque chose qui leur glaça le sang. Cette serveuse n'était pas là par hasard. C'était un fantôme. La princesse perdue d'un empire réduit en cendres, et les fantômes ne reviennent pas pour pardonner. Le silence dura exactement 2 secondes. Puis ce fut le chaos. 3 gardes du corps dégainèrent leurs armes simultanément. Le cliquetis des sécurités qui s'enclenchaient résonna dans la pièce figée comme des clous funéraires. 6 canons de fusil visaient une seule femme. C'est une Castellano. La voix de Marco fendit l'air comme un coup de fouet. Son visage était devenu violet de rage. Où était-ce de peur? Tu es là. Tu es là maintenant. Elena ne bougea pas. Elle resta là, le sang coulant encore de sa lèvre fendue, entourée d'une puissance de feu suffisante pour la déchiqueter 10 fois. Ses cheveux châtains s'étaient détachés de leur chignon serré, tombant autour de son visage comme un voile sombre. Mais elle ne tremblait pas. Elle ne supplia pas. Elle attendit simplement. Que personne ne bouge. La voix de Dominic trancha le chaos comme une lame dans la soie. Basse, maîtrisée, absolument mortelle. Les gardes du corps se figèrent en plein mouvement. Même Marco ferma la bouche. Quand Dominic Caruso parlait, les hommes écoutaient ou cessaient de respirer pour toujours. Il s'avança, ses chaussures Oxford cirées et claquant sur le sol en marbre. Chaque pas était délibéré, chaque pas mesuré. La foule s'écarta devant lui comme l'eau devant un requin. Il s'arrêta à 1 mètre d'Elena. De près, elle pouvait voir la tempête dans ses yeux gris, la violence à peine contenue, les questions brûlantes derrière ce masque de glace. Il étudia son visage comme un collectionneur étudie un tableau, à la recherche d'authenticité, de contrefaçon, de vérité. Qui êtes-vous? Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Elena soutint son regard sans broncher. Tu le sais déjà. Impossible. La voix tremblante de Vincent venait de derrière. Le vieux Don s'était effondré dans son fauteuil roulant. Ses mains ravagées par la maladie de Parkinson agrippaient des accoudoirs comme des griffes. Nous les avons tous tués. Jusqu'au dernier. Je m'en suis assuré. Elena tourna lentement la tête vers le vieil homme. L'homme qu'elle avait blâmé pendant 15 ans. L'homme qu'elle avait rêvé de tuer de 1000 façons différentes. Tu en as manqué un. 4 mots prononcés sans colère, sans haine, juste comme un fait froid et simple. Le poids de ces mots pesait sur la pièce comme une force physique. Dominic leva la main. Un seul geste. Baissez vos armes. Don Marco commença. J'ai dit, baissez vos armes. Dominic n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde dehors. Videz la salle immédiatement. Les gardes du corps rangèrent leurs armes. Les invités restants se précipitèrent vers les sorties comme des rats fuyant un navire en perdition. En moins de 60 secondes, la mezzanine VIP était vide. Seules 4 personnes restaient, Dominic, Vincent, Marco et le fantôme qu'il pensait avoir enterré. Dominic tira une chaise et fit signe à Elena de s'asseoir. « Asseyez-vous, nous devons parler. » Elena ne s'assit pas, je resterai debout. Une lueur passa sur le visage de Dominic. Du respect,
De l'irritation? Les deux? Très bien. Alors commençons par expliquer comment une femme morte a fini par servir de l'eau dans mon restaurant. Mais pour comprendre comment un fantôme s'est retrouvé dans la pièce la plus dangereuse de New York, il faut remonter dans le temps. 6 heures plus tôt, à 4h30 du matin, Elena ouvrit brusquement les yeux dans l'obscurité. Le cauchemar s'accrochait à elle comme un chiffon humide, l'odeur de fumée, les cris qui ne s'arrêtaient pas. Le visage de sa mère illuminé par les flammes, la bouche articulant des mots qu'Elena n'arrivait jamais à entendre. Elle resta allongée sur le matelas fin, fixant le plafond taché d'eau, attendant que son cœur cesse de battre à toute vitesse. Le même cauchemar. Chaque nuit depuis 15 ans, elle s'asseyait lentement, ses pieds nus touchant le sol en béton froid. Le studio était à peine plus grand qu'une cellule de prison, peut-être 200 pieds carrés de murs effrités et de rêves brisés. Pas de fenêtre, juste une seule ampoule nue suspendue à un fil, projetant une lumière jaune maladive dans cet espace exigu. Un cafard a couru sur le mur près de l'évier. Elena ne broncha pas. Elle avait cessé de broncher devant les cafards depuis des années. Ils étaient le moindre de ses problèmes. Elle se leva et se dirigea vers le minuscule coin cuisine qui ne comprenait qu'une plaque chauffante, un mini-réfrigérateur trop bruyant et une étagère avec 3 paquets de nouilles instantanées. Son dîner pour les 3 prochains jours. Elle prit un paquet et mangea les nouilles sèches, froides, sans eau ni assaisonnement. Cuisiner aurait gaspillé de l'électricité. L'électricité coûtait de l'argent qu'elle n'avait pas. Son salaire de Bissima était arrivé la veille, 84 753 $ après impôts. Elle avait déjà transféré 600 $ au fonds médical de Maria. Sa meilleure amie, sa seule amie, luttait contre un cancer du sein de stade 2 sans assurance. Les traitements étaient coûteux. L'hôpital se moquait bien de l'amitié ou des promesses. Il restait donc à Elena 24 753 $ pour payer son loyer, sa nourriture et survivre. Le loyer seul s'élevait à 400 $. Elle croqua une autre nouille lèche. Elle avait le goût du carton, dans un moment de désespoir. Après avoir mangé, elle se dirigea vers le miroir fissuré qui pendait de travers sur le mur. Le reflet qui la regardait était celui d'une étrangère. Des joues creuses, des cernes sous des yeux noisettes qui avaient vu trop de choses trop tôt. Des lèvres pincées en une fine ligne qui avaient oublié comment sourire. Son regard se posa sur son bras gauche. La cicatrice qui allait de son coude à son poignet, une ligne blanche irrégulière sur sa peau olive. Un souvenir de la nuit où son monde s'était effondré. Elle avait 12 ans, rampant sur du verre brisé pour s'échapper de la cave à vin, tandis que sa famille mourait au-dessus d'elle. Elena toucha la cicatrice du bout des doigts. Un rituel, un rappel. Tu as survécu. Continue à survivre. Elle commença sa transformation. D'abord, les cheveux. Elle rassembla ses mèches châtain foncé, épaisses et ondulées, le genre de cheveux que sa mère brossait chaque soir et qu'elle tordait dans un chignon sévère, si serré qu'il tirait sur son cuir chevelu. Pas de mèches rebelles, rien de mémorable. Puis les lunettes, une monture noire épaisse, des verres sans correction, un mur entre ses yeux verts caractéristiques et le monde. Enfin, les vêtements, un pantalon noir ample, un chemisier blanc informe 2 tailles trop grand, un uniforme conçu pour la faire disparaître. Avant d'enfiler ses chaussures, elle plongea la main sous le matelas et en sortit un petit couteau suffisamment tranchant pour couper un os. Elle le glissa dans une poche cachée qu'elle avait cousue à l'intérieur de sa chaussure droite. Cela faisait 15 ans qu'elle portait ce couteau. 15 ans, elle n'en avait jamais eu besoin. Mais dans son monde, dès lors que l'on cessait de se préparer au danger, celui-ci vous trouvait. Elena jeta un dernier regard dans le miroir. La femme qui la regardait n'était personne. Personne, un fantôme dans un corps emprunté. 15 ans à n'être personne. Survis encore un jour, Elena. Encore un jour, elle attrapa son sac, éteignit de la lumière et sortit dans le couloir qui sentait la moisissure et la cuisine des autres. Les rues de New York l'engloutirent. Des milliers de personnes se pressaient en costume, avec leurs mallettes, leur café hors de prix et leur vie qui comptait. Et une femme dans la foule qui avait appris l'art de l'invisibilité, Elena Castellano se déplaçait dans la ville comme de la fumée, invisible, inaperçue, une ombre parmi les ombres, exactement comme elle le souhaitait. Son nom signifiait « la plus belle » en italien.
et le restaurant était à la hauteur de chaque syllabe. Elena franchit l'entrée de service à 6h15 du matin, passant de la réalité grise des rues de New York à un monde digne des couvertures de magazines. Des lustres en cristal pendaient des plafonds moulurés comme des cascades gelées. Les tables en acajou brillaient sous une douce lumière dorée. L'air sentait la truffe blanche, le parmesan vieilli et l'argent. Tellement d'argent qu'il avait son propre parfum. C'était là que les sénateurs faisaient leur demande en mariage à leur maîtresse. Là que des contrats d'1 milliard de dollars étaient signés autour de bouteilles de vin à 500 $. Là que l'élite de Manhattan venait voir et être vue. Et Elena était là pour servir de l'eau. Elle ne manquait pas d'ironie. Elle traversa la cuisine étincelante, passa devant les commis qui coupaient déjà les légumes et les chefs qui aboyaient leurs ordres. Le service du matin battait son plein. Un chaos organisé qui, d'une manière ou d'une autre, produisait des chefs-d'œuvre culinaires valant plus que son loyer mensuel. Elena. Une voix chaleureuse coupa le bruit. Maria Santos se tenait près des casiers du personnel, son visage rond se plissant d'inquiétude. 24 ans, dominicaine aux cheveux bouclés, qu'elle n'arrivait jamais à dompter et au cœur trop grand pour cette ville. Elle était la seule personne chez Bissima à avoir pris la peine d'apprendre le nom d'Elena. La seule personne au monde à s'en soucier. Dios mio, tu as une tête de mort. Maria saisit les épaules d'Elena et scruta son visage. Tu as mangé quelque chose aujourd'hui? Et ne me mens pas. Je vais bien. Ce n'est pas une réponse, c'est la seule que j'ai. Maria ouvrit la bouche pour protester, mais un claquement de mains secréta le silence dans toute la cuisine. Howard Finch se tenait dans l'embrasure de la porte. Le chef de service était un homme grand et mince, la cinquantaine, avec un front dégarni et l'expression permanente de quelqu'un qui aurait avalé quelque chose d'amer. Son regard balaya l'ensemble du personnel comme un gardien de prison comptant ses détenus. Tout le monde dans la salle du personnel maintenant. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Les 32 employés s'entassèrent dans la petite salle du personnel, serrés les uns contre les autres, à peine capables de respirer. Howard se tenait devant eux, serrant son bloc-notes comme un bouclier. « Ce soir, commença-t-il d'une voix tendue, nous avons une réservation spéciale. Toute la mezzanine VIP est réservée, sans exception. » Il fit une pause et déglutit. La famille Caruso. Des murmures parcoururent la pièce. Elena sentit Maria se raidir à côté d'elle. « Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que cela signifie, » a poursuivi Howard. « Ne regardez pas les clients dans les yeux. Ne parlez pas à moins d'être interpellé directement. Ne commettez aucune erreur. Si vous renversez quelque chose, faites tomber quelque chose ou même respirez trop fort, vous êtes fini. Pas seulement ici, partout. Suis-je clair? » Des hochements de tête. Silence. Elena. Les yeux de Howard se sont posés sur elle. Vous êtes chargé de l'eau gazeuse, de la glace, rien d'autre. Compris? Elena acquiesça, la gorge soudainement sèche. Howard baissa les yeux vers son bloc-notes. La réservation est au nom de Don Vincent Caruso et de son fils, Dominic Caruso. Ils arrivent à 20h, Caruso. Ce nom frappa Elena comme une balle en pleine poitrine. Le plateau glissa de ses doigts. Il heurta le sol dans un bruit assourdissant dans la salle silencieuse. Tout le monde la regardait. Elena ne pouvait plus respirer, ni penser. La pièce tournait, basculait, s'effondrait autour d'elle. Caruso, le nom qu'elle murmurait dans ses cauchemars depuis 15 ans. Le nom écrit dans le sang de sa famille. Les souvenirs déferlèrent comme un tsunami, imparables, irrésistibles, noyant tout sur leur passage. Elena parvint de justesse à atteindre les toilettes du personnel avant que ses jambes ne se dérobent sous elle. Elle verrouilla la porte derrière elle et s'effondra contre le mur carrelé et froid, glissant jusqu'à toucher le sol. Caruso, ce nom, avait ouvert une porte qu'elle avait passé 15 ans à essayer de fermer. 15 ans plus tôt, dans le domaine Castellano en Sicile, le jour du mariage de son frère Marco, Elena avait 12 ans, elle portait une robe blanche avec des rubans roses et dansait pieds nus sur la terrasse tandis que les adultes riaient et buvaient du vin. L'air sentait les fleurs d'oranger et le jasmin. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues entre les citronniers comme des étoiles capturées. Sa mère, la belle Isabella, avec ses yeux verts et ses mains douces, l'avait embrassée sur le front et lui avait murmuré « Va te coucher tôt, ma petite ombre. Demain, nous mangerons du gâteau au petit déjeuner. »
Elena n'a jamais mangé ce gâteau. Le premier coup de feu a retenti à minuit. Puis les cris ont commencé. Elena se souvenait avoir couru, sans savoir où, juste couru, jusqu'à ce que des mains puissantes l'attrapent. Son père, Don Antonio Castellano. Sa chemise blanche était déjà tachée de rouge. La cave à vin. Il siffla, la poussant vers la porte cachée. Cache-toi. Ne sors pas. Peu importe ce que tu entends. Promets-le-moi, papa. Promets-le-moi. Elle promit. La cave était froide et sombre. Elle se pressa contre le mur de pierre, respirant à peine, écoutant le monde au-dessus d'elle mourir. Des coupes de feu, du verre qui se brisait, sa mère hurlant un son qui entrait les cauchemars d'Elena pour toujours. Puis le silence. Pire que les cris, elle trouva une fissure entre les planches du parquet. Elle leva les yeux et vit tout. Sa mère traînée par les cheveux sur le sol en marbre, laissant une traînée rouge, son père à genoux, un pistolet pressé contre sa tempe, et une voix calme, froide, professionnelle disant « Trouvez la fille, ne laissez pas de témoins. » Elle se couvrit la bouche des deux mains et ne respira plus jusqu'à l'aube. Aujourd'hui, Elena fixait son reflet dans le miroir de la salle de bain. La femme qui la regardait était pâle, tremblante, les yeux écarquillés d'une terreur qui ne s'était jamais vraiment estompée. Elle agrippa le lavabo jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Ils ne savent pas qui tu es, » murmura-t-elle comme une prière. « Tu n'es qu'une serveuse. Tu n'es personne. Tu n'es personne. » La cicatrice sur son bras palpitait. Une douleur fantôme, un rappel permanent. Ils ont tué ta famille. Ils ont brûlé ton monde. Et maintenant, ils sont là. Elle s'aspergea le visage d'eau froide. Une fois, deux fois, trois fois. Tu peux t'enfuir, sortir par la porte arrière, disparaître. Tu l'as déjà fait. Mais elle ne bougea pas, car s'enfuir signifiait devenir un fantôme pour toujours, et elle était tellement fatiguée d'être morte. Un coup à la porte la fit sursauter. Elena, la voix inquiète de Maria. Ils sont là. Howard te cherche. Elena fixa son reflet une dernière fois. La jeune fille terrifiée avait disparu. À sa place se tenait une femme avec de la glace dans les veines et du feu enfoui au plus profond de sa poitrine. Elle prit une inspiration, ouvrit la porte et marcha vers ses fantômes. 19h55. Les SUV noirs arrivèrent comme un cortège funèbre. 3 véhicules, vitres teintées, jantes chromées, qui reflétaient les lumières de la rue comme des miroirs. Ils se garèrent devant l'entrée du bellissement en formation parfaite, leur moteur ronronnant d'une menace silencieuse. Elena se tenait avec les autres serveurs près de l'entrée, collée contre le mur, serrant si fort sa carafe d'eau que ses doigts lui faisaient mal. Les premières portes s'ouvrirent. Des gardes du Carzone sortirent comme des ombres prises forme. Ils étaient 6, tous vêtus de costumes noirs identiques, coupés de manière à cacher les armes qu'ils portaient. Des écouteurs s'enroulaient dans leur col comme des serpents. Leurs yeux balayaient la pièce avec l'efficacité froide d'hommes qui avaient déjà tué et qui tueraient à nouveau sans hésitation. Ils se sont déployés, ont sécurisé le périmètre, vérifié les lignes de vue. Puis vint Marco Benedetti. Le sang d'Elena se glaça. Il avait 45 ans, peut-être plus, avec un visage qui semblait d'avoir été sculpté dans le granit par un sculpteur en colère. Les cheveux argentés lissés en arrière, les yeux morts enfoncés dans des orbites creuses. Il se déplaçait avec la précision contrôlée d'un chirurgien, ce qui était tout à fait approprié puisque c'était exactement ainsi qu'on l'appelait, le chirurgien. Non pas parce qu'il soignait les gens, mais parce qu'il savait exactement où couper pour que la douleur dure le plus longtemps possible. Elena avait entendu des histoires. Tout le monde avait entendu des histoires. Marco Benedetti était l'homme que la famille Caruso appelait quand il fallait faire disparaître des problèmes. Des juges, des témoins, des familles entières. Il était l'architecte des cauchemars. Et il venait d'entrer dans son restaurant. Derrière Marco venait un fauteuil roulant poussé par un jeune assistant en uniforme blanc impeccable, Vincent Caruso, l'aube. Il avait 68 ans, mais il semblait plus âgé. La maladie de Parkinson avait ravagé son corps, laissant ses mains trembler constamment. Son corps, autrefois puissant, était désormais ratatiné et frêle, mais ses yeux sombres et enfoncés, restaient aussi perçants que des lames d'obsidienne. C'était l'homme qui avait régné sur le monde souterrain de la côte Est pendant 4 décennies. L'homme dont le nom était murmuré avec crainte de Boston à Miami. L'homme qu'Elena avait accusé chaque jour pendant 15 ans du meurtre de sa famille.
Il semblait plus petit qu'elle ne l'avait imaginé, mais non moins terrifiant. Puis Dominic Caruso sortit du dernier SUV et l'atmosphère de la pièce sembla changer. Mesurant 1,88 m, ses épaules étaient si larges qu'elles les bloquaient de la lumière. Il se déplaçait comme un prédateur, une panthère noire en costume Tom Ford, tout en muscles et en violence à peine contenue. Son costume 3 pièces était d'un noir profond. Le col était suffisamment ouvert pour révéler une légère cicatrice qui descendait de son cou et disparaissait sous le tissu. Ses cheveux étaient noirs comme du charbon, lissés vers l'arrière, avec des touches argentées aux tempes qui ne faisaient que le rendre plus dangereux. Mais ce sont ses yeux qui ont arrêté le cœur d'Elena. Gris, de la couleur des nuages d'orage avant que la foudre ne frappe, froid, vide, les yeux d'un homme qui avait vu trop de morts pour ressentir quoi que ce soit. Il ne regardait pas le personnel aligné contre le mur. Il ne prêtait aucune attention à Howard, qui s'inclinait si bas que sa colonne vertébrale risquait de se briser. Il se contentait de balayer la pièce du regard. Les sorties, les fenêtres, les menaces potentielles, tel un prédateur évaluant son territoire. Don Vincent, Monsieur Dominic. La voix d'Howard tremblait d'une révérence désespérée. C'est le plus grand honneur pour notre établissement de vous accueillir à notre table. Un seul mot. C'est tout ce que Dominic dit. Sa voix était grave, calme, le genre de calme qui poussait les gens à se pencher pour écouter, car manquer une seule syllabe pouvait leur coûter cher. Howard trébucha presque en les conduisant vers la mezzanine VIP. Le cortège avança. Elena se pressa davantage contre le mur, essayant de se fondre dans le papier peint, essayant de disparaître, essayant de se rappeler comment respirer. Les gardes du corps passèrent. Marco passa. Le fauteuil roulant de Vincent roula. Puis Dominic, il était à 1 mètre d'elle lorsqu'il s'arrêta. Le cœur d'Elena se serra. Il tourna la tête, lentement, ses yeux gris tempête balayèrent son visage. 1 seconde, 2 secondes. Quelque chose vacilla dans son regard. De la reconnaissance, de la suspicion. Elle ne savait pas. Puis il détourna le regard et continua à marcher. Elena ne respira plus jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les escaliers. Elena suivit le cortège dans l'escalier en marbre incurvé menant à la mezzanine VIP. Elle garda ses distances, à 3 mètres derrière le dernier garde du corps, la tête baissée, les épaules voûtées, où elle serrait la carafe en cristal contre sa poitrine comme un bouclier. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Mais ses yeux la trahirent. Il ne cessait de se poser sur Dominic Caruso. Sa façon de bouger, la position de ses épaules, l'angle prononcé de sa mâchoire lorsqu'il se tournait pour parler à Marco. Quelque chose en lui la tracassait. Quelque chose au-delà du nom, au-delà de la haine, quelque chose de familier. Et puis elle comprit. Les funérailles. 3 semaines après le massacre. Un matin gris en Sicile. La pluie tombait comme des larmes du ciel. 6 cercueils, tous vides. Il n'y avait aucun corps à enterrer. Le feu avait tout consumé. Elena se tenait à côté d'une tente éloignée. Vêtue de noir sans rien ressentir. Le chagrin l'avait déjà vidée de toute substance. Elle n'était plus qu'une coquille vide, un fantôme assistant aux funérailles de sa propre famille. Elle avait levé les yeux des tombes et l'avait vu. Un jeune homme, 21 ans, peut-être 22, debout près de la porte ouest du cimetière, à l'écart des personnes en deuil. Il portait un manteau sombre. Son visage était dur, indéchiffrable. Il n'avait pas sa place ici. Il n'était ni un membre de la famille, ni un ami, ni l'un des centaines de personnes venues rendre hommage à l'Empire Castellano déchu. Il observait. Elena, âgée de 12 ans, l'avait fixé du regard à travers la mer de parapluies noirs. Leurs yeux s'étaient croisés un instant, puis ils s'étaient détournés et étaient partis. Elle n'avait jamais oublié ce visage. Aujourd'hui, ce visage avait 15 ans de plus. Il était plus dur, plus froid, sculpté par le temps et la violence en quelque chose de plus tranchant. Mais c'était le même visage. Il était là, aux funérailles de ma famille. Les mains d'Elena tremblaient autour de la photo. Pourquoi s'assurait-il que nous étions vraiment morts? Il comptait les cercueils, confirmant la victoire de sa famille. Le cortège atteignit le niveau VIP. Les gardes du corps prirent position. Vincent fut conduit à la tête de la longue table. Marco se tenait derrière lui comme une ombre, et Dominic se retourna. Ses yeux gris balayèrent la mezzanine, les sorties,
les fenêtres, le personnel. Puis ils se posèrent sur Elena. Elle aurait dû détourner le regard. Elle aurait dû fixer le sol comme une bonne serveuse invisible. Mais elle ne le fit pas. Elle le regarda en retour. 1 seconde, 2 secondes, l'air entre eux crépitait d'une tension électrique. Quelque chose de dangereux. Dominic fronça les sourcils. Un mouvement à peine perceptible. Il plissa les yeux, scrutant son visage comme s'il essayait de résoudre un puzzle auquel il manquait des pièces. Lui aussi le sentait. Il savait que quelque chose n'allait pas. Elena baissa le regard. Ses mains tremblaient. L'eau clapotait contre les parois du pichet. Lorsqu'elle releva les yeux, Dominic s'était détourné. Il parlait à Marco. Son visage ne trahissait rien, mais Elena savait. Il l'avait vu, vraiment vu. Et quelque part au fond de sa mémoire, un fantôme s'agitait. Le dîner commença à 20h30 précise. Les plats se succédaient, sortis de la cuisine comme des œuvres d'art comestibles. Un risotto aux truffes, parsemé de copeaux de parmesan. Du bœuf wagyu si tendre qu'il fondait sur la langue. Du vin plus vieux qu'Elena elle-même, versé dans des verres en cristal qui coûtaient plus cher que son loyer. Elena se déplaçait dans la mezzanine VIP comme un fantôme. Verser de l'eau, débarrasser les assiettes, remplir les verres, disparaître. Elle avait perfectionné cette danse au cours de ses 3 années passées chez Bissima. L'art d'être présente sans être vue. Utile, mais oubliable. Ce soir-là, cependant, elle avait les oreilles grandes ouvertes. Le Caruso parlait en italien rapidement, à voix basse. Pensant que le personnel ne pouvait pas comprendre, il se trompait. Les Colombiens veulent une réponse avant minuit. Marco se pencha en avant. Sa voix était un sifflement aigu. 50 millions d'hommes. La famille a besoin de cet argent. Les projets de construction dans le New Jersey seulement, dis-je. Non. La voix de Dominic coupa les mots de Marco comme une lame. Ce sont les affaires, insista Marco. Les sentiments personnels n'ont pas leur place dans le trafic d'enfants, Marco. Le silence s'installa autour de la table. Dominic posa son verre de vin avec une précision délibérée. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux gris étaient devenus d'acier. Je me fiche qu'ils offrent une 5 millions. Nous ne faisons pas affaire avec des gens qui veignent des enfants. Fin de la discussion. La main d'Elena se figea au milieu du service. Vincent leva sa main tremblante de l'accoudoir de son fauteuil roulant. Le garçon a raison. Sa voix était faible, mais son ton portait le poids de décennies. Certaines sommes d'argent sont trop sales, même pour nous. Le visage de Marco se crispa. Un éclair de colère rapidement enfoui sous un masque d'obéissance. Comme tu veux. Mais Elena l'avait vu. La rancœur brûlant dans ses yeux morts, la haine mal dissimulée. Elle remarqua à peine que sa main tremblait jusqu'à ce que l'eau déborde du bord de la cruche. Un parrain de la mafia refusant 50 millions de dollars à cause d'enfants. Elle avait passé 15 ans à imaginer les Caruso comme des monstres. Des démons sans visage qui avaient détruit sa famille sans conscience ni remords. Mais les monstres n'avaient pas de principes moraux. Les monstres ne disaient pas non. Le cœur d'Elena s'arrêta de battre. Serveuse. Dominic la regardait droit dans les yeux. Ses yeux gris tempêtes la clouaient sur place comme un papillon sur un tableau. « Venez ici. » Ses jambes se mirent en mouvement toutes seules. Après 3 pas, elle s'arrêta à côté de sa chaise, le pichet d'eau tremblant dans sa main. Dominic scruta son visage. De près, elle pouvait voir les reflets argentés dans ses yeux, les rides autour de sa bouche, la fatigue cachée sous son masque. « Votre main tremble. » Ce n'était pas une question. Elena se força à respirer. « Je m'excuse, monsieur. Avez-vous peur de moi? » La question resta en suspens, dangereuse, lourde de sens. Elle aurait dû répondre oui. Elle aurait dû s'incliner, s'excuser et jouer le rôle de la serveuse terrifiée. Au lieu de cela, quelque chose d'imprudent lui échappa. Devrais-je avoir peur? Silence. Marco se raidit. Vincent haussa les sourcils et Dominic sourit pendant une fraction de seconde. Ce n'était pas un sourire chaleureux, ni un sourire gentil, mais quelque chose de réel, quelque chose d'humain. Réponse intelligente. Il fit un geste de la main pour la congédier. Elena se retira dans son coin, le pouls battant dans ses oreilles. Elle ne le regarda plus pendant le reste du dîner, mais elle sentait son regard la suivre à travers la pièce, suivre ses mouvements, la jauger. Le prédateur avait repéré la souris, et il ne détournait pas les yeux.
21h30. Le dîner touchait à sa fin. Le dessert avait été servi, un délicat tiramisu que les invités avaient à peine touché. Le café fumait dans des tasses en porcelaine. La tension qui avait régné tout au long du repas commençait enfin à se dissiper. Elena se permit de respirer. C'était presque fini. Encore quelques minutes. Le barreau. La voix de Howard siffla à son oreille. Il lui mit une bouteille dans les mains, un millésime 1000, 985 valant plus que ce qu'elle gagnait en un an. Don Vincent l'avait spécifiquement demandé. Verse avec précaution. Si tu renverses une seule goutte, je te tue. Elena acquiesça. Elle prit de la bouteille. Elle se dirigea vers la table. Elle ne vit pas la main de Marco bouger sous la nappe. Elle ne le vit pas faire signe au garde du corps qui se tenait près du pilier. Elle ne sentit que le pied. Il surgit de nulle part, une chaussure noire cirée lui accrochant la cheville en plein élan. Elena bascula en avant, agitant les bras, la bouteille glissant de ses doigts. Le temps ralentit. Le barreau traversa les airs et éclaboussa directement la poitrine de Vincent Caruso. Le vin rouge se répandit sur la chemise blanche du vieux Don comme une blessure ouverte. Le liquide imprégna le tissu, coulant sur ses genoux et tachant le fauteuil roulant. La pièce devint silencieuse. Howard poussa un son étranglé, entre un halètement et un râle d'agonie. Vincent baissa les yeux vers sa chemise ruinée, puis il leva les yeux vers Elena, qui s'était effondrée à genoux sur le sol en marbre. Marco se leva instantanément, espèce de serveuse maladroite. La main tremblante de Vincent se leva. Sa voix était faible mais autoritaire. « Regarde-moi, ma fille. » Elena releva la tête. Ses lunettes étaient de travers. Ses cheveux s'étaient échappés de leur chignon, mais elle soutint le regard de l'ancienne Dawn sans broncher. Vincent la fixa. Quelque chose changea dans son visage. La colère s'estompa, remplacée par autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à un choc. « Ses yeux, murmura-t-il, verts comme des olives siciliennes. J'ai déjà vu ses yeux. » Marco n'attendit pas. Il franchit la distance en deux enjambées et gifla à Elena. Le coup fut violent, professionnel, le genre de gifle destiné à humilier autant qu'à faire mal. La tête d'Elena bascula sur le côté. Ses lunettes s'envolèrent et glissèrent sur le marbre. Elle s'effondra sur le dos, des étoiles explosant derrière ses yeux. Du sang remplit sa bouche. Le cuivre chaud familier sur vos genoux. Marco se tenait au-dessus d'elle, son ombre bloquant la lumière. « Excuse-toi maintenant. » Elena était allongée sur le sol froid. 63 personnes la regardaient. Des serveurs, des gardes du corps, la famille criminelle la plus puissante de New York. Tout le monde attendait qu'elle craque, qu'elle pleure, qu'elle supplie, qu'elle se recroqueville comme la personne insignifiante qu'il croyait qu'elle était. Le sang lui collait à la langue, et dans le silence, elle entendit la voix de son père. « Tu es une Castellano, ma petite ombre. Nous ne nous agenouillons pas. Nous ne supplions pas. Nous ne craquons pas. Même lorsque le monde entier est contre nous, nous nous relevons. » Elena ouvrit les yeux. Elle posa ses paumes à plat sur le marbre et se leva lentement, délibérément, le sang coulant de sa lèvre fendue, les cheveux ébouriffés autour de son visage, les yeux brûlants d'un feu enfoui depuis 15 ans. Elle ne regarda pas Marco. Elle regarda au-delà de lui, directement dans les yeux gris tempête de Dominic Caruso. Et elle parla, non pas en anglais, ni en italien, mais dans l'ancien dialecte sicilien de ses ancêtres, des mots qui n'avaient pas été prononcés dans le monde souterrain depuis un demi-siècle. Iuscroisa. L'ombre ne s'agenouille jamais, mais se relève toujours. La pièce se transforma en glacière. La mezzanine veille IP s'était vidée en 60 secondes chrono. Les gardes du corps escortèrent les invités dans les escaliers. Les serveurs disparurent dans la cuisine. Howard avait été emmené par 2 chefs cuisiniers après s'être évanoui contre le chariot à dessert. Il ne restait plus que 4 personnes dans la salle à manger privée. Dominic Caruso, Vincent Caruso, Marco Benedetti et le fantôme. Les portes se refermèrent dans un clic. 2 gardes armés prirent une position à l'extérieur, suffisamment prêts pour intervenir, mais suffisamment loin pour ne pas entendre. Le silence était suffocant. Elena se tenait au centre de la pièce, le sang encore frais sur son menton, les cheveux en bataille, les yeux brûlants d'un feu qui couvait depuis 15 ans. Dominic tournait lentement autour d'elle comme une panthère traquant une proie blessée. Les mains jointes derrière le dos, ses yeux gris ne quittaient pas son visage.
La lignée Castellano s'est éteinte il y a 15 ans. Sa voix était basse. J'ai évalué chaque membre, chaque branche, chaque cousin, oncle et parent éloignés. J'étais moi-même à l'enterrement. Elena ne broncha pas. Je sais, dit Dominique en s'arrêtant au milieu de son pas. Je t'ai vu là-bas, continua Elena. Tu avais 21 ans. Tu te tenais seul près de la porte ouest. Tu portais un manteau noir. Tu n'avais pas de parapluie, même s'il pleuvait. Quelque chose passa sur le visage de Dominique. Surprise! Tu t'en souviens? Je me souviens de tout ce qui s'est passé le jour où j'ai enterré des cercueils vides. Sa voix se brisa sur le dernier mot. À peine juste assez pour révéler l'océan de chagrin sous la glace. Vincent se pencha en avant dans son fauteuil roulant, ses mains tremblantes agrippant les accoudoirs. Comment? La voix de la vieille Dawn était rauque, désespérée. Comment as-tu survécu? On nous a dit qu'il n'y avait aucun survivant. Les rapports indiquaient que les rapports étaient erronés. Elena se tourna vers lui. L'homme qu'elle avait détesté pendant la moitié de sa vie. Le monstre de ses cauchemars. Il semblait si petit maintenant, si fragile. Je me suis caché dans la cave à vin, dit-elle. Derrière les vieux tonneaux, il y avait une fissure dans le plancher. J'ai tout observé à travers cette fissure. Sa voix restait calme, sans émotion, comme si elle récitait une liste de courses plutôt que la pire nuit de son existence. J'ai vu ma mère traîner par les cheveux sur le sol. Je l'ai entendue implorer pitié. J'ai vu mon père se faire tirer une balle dans la tête alors qu'il était à genoux. J'ai entendu son dernier souffle s'échapper de ses poumons. Le visage de Vincent était devenu pâle comme de la cendre. J'ai passé 15 ans à croire que tu avais ordonné cela. Elena s'approcha du fauteuil roulant. 15 ans à détester ton nom, à rêver de ce moment, à planifier comment je te verrais mourir. Je ne l'ai pas fait. La voix de Vincent se brisa. Des larmes montèrent dans ses grands yeux. Je le jure sur la tombe de ma femme. Je le jure sur la vie de mon fils. J'ai ordonné une négociation, une fusion pacifique. Antonio était mon ami. Nous avons grandi ensemble à Palermo. Je n'aurais jamais... Oh, je t'en prie. Le rire froid de Marco résonna dans la pièce. Tu crois un fantôme, dit-il en écartant les mains. Chaque mot était empreint d'incrédulité. Elle pourrait mentir. Elle pourrait être une assassin envoyée par nos ennemis. Un joli visage avec une histoire inventée pour... Tais-toi, Marco. La voix de Dominique était glaciale. Marco ferma brusquement la bouche. Dominique se retourna vers Elena. Ses yeux scrutèrent son visage à la recherche d'une tromperie, d'une faiblesse, d'une faille dans son armure. Si tu voulais notre mort, dit-il lentement, tu ne t'aurais pas dévoilé. Tu travailles ici depuis 3 ans. Tu as eu 1000 occasions. Tu aurais pu empoisonner le vin, glisser quelque chose dans notre nourriture, un couteau dans l'obscurité. Il s'approcha, assez près pour qu'elle puisse voir l'argent scintiller dans ses iris. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Elena soutint son regard. Parce que je voulais d'abord connaître la vérité. Dominique l'étudia longuement, puis il hocha la tête. Intelligent. Il se détourna et se dirigea vers la fenêtre. La silhouette de Manhattan scintillait derrière la vitre. 1 million de lumières, 1 million de secrets. Alors, la question est, dit-il en se retournant, le regard balayant la pièce. Si mon père n'a pas ordonné le massacre, qui l'a fait? Le silence s'éternisa. Elena le vit de la première. La lueur de peur dans les yeux de Marco. Dominique la vit aussi. Et lentement, inévitablement, tous les regards dans la pièce se tournèrent vers le chirurgien. Marco Benedetti sentit tous les regards dans la pièce se tourner vers lui. Pendant un instant, juste un battement de cœur, quelque chose passa sur son visage de granit. La peur, le calcul, la lutte désespérée d'un animal acculé. Puis il sourit. C'était un sourire différent de celui qu'il arborait en public. Pas celui d'un serviteur obéissant, ni celui d'un consiglier loyal. Ce sourire était froid, authentique, le sourire d'un homme qui avait porté un masque pendant 25 ans et qui était enfin autorisé à l'enlever. Eh bien, il redressa ses poignets, d'un air désinvolte, presque amusé. 25 ans. J'ai servi cette famille pendant 25 ans. J'ai nettoyé vos dégâts. J'ai enterré vos secrets. J'ai bâti votre empire brique par brique. Il rit d'un rire creux, sans joie, et il a fallu une fille morte pour vous faire voir la vérité. Le visage de Vincent s'était effondré. Le vieil aube semblait avoir vieilli d'une décennie en quelques secondes. Marco, sa voix n'était qu'un murmure. Qu'as-tu fait?
Ce que tu étais trop faible pour faire, vieil homme. Marco se mit à marcher lentement, délibérément, comme un professeur donnant une conférence. Les Castellanos devenaient trop puissants. Antonio s'était lancé dans le transport maritime, dans la politique. Encore 5 ans, et il aurait égalé l'Empire Caruso, dollar pour dollar, arme pour arme. Il s'arrêta et se tourna vers Vincent. Tes négociations auraient fait d'eux des égaux, des partenaires. Tu aurais partagé le pouvoir, partagé le territoire, partagé tout ce que ton père et ton grand-père avaient construit. Je ne pouvais pas permettre cela. Elena sentit le sang se retirer de son visage. Non. Alors, j'ai changé les ordres. Les mots frappèrent comme des balles. Ton message disait « négocier ». Le mien disait « éliminer ». Tes instructions promettaient la paix. Les miennes promettaient la guerre. Le sourire de Marco s'élargit. C'était facile en réalité. Quelques faux documents, quelques pots de vin bien placés. Les soldats ont suivi les ordres. Ils ne savaient pas que ces ordres venaient de moi et non de toi. Elena était sous le choc. Elle voyait tout. La nuit du massacre, les hommes en noir enfonçant les portes, le massacre systématique, les cris de sa mère, tout cela orchestré par l'homme qui se tenait devant elle. Pas Vincent Caruso, Marco Benedetti, le chirurgien. Tu as tué ma famille. La voix d'Elena tremblait. Pas de peur, mais de rage. Une rage pure, aveuglante, brûlante. Tu as assassiné tous ceux que j'aimais. Pour le pouvoir. Marco se tourna vers elle. Ses yeux morts ne reflétaient rien. Aucun remords, aucune culpabilité, aucune humanité pour survivre. Petite princesse, dans ce monde, soit tu marches sur des cadavres, soit tu deviens un cadavre. J'ai choisi de marcher. Dominique se déplaça rapidement, violemment. Il traversa la pièce en 3 enjambements et attrapa Marco par le col, le plaquant contre le mur. L'impact fit trembler le lustre au-dessus de leur tête. « Tu as trahi mon père. » La voix de Dominique était à peine humaine, un grognement venu de quelque part au plus profond de lui-même. « Tu as assassiné toute une lignée. Des femmes, des enfants. Tu m'as fait vivre avec cette culpabilité pendant 15 ans. Je pensais que c'était notre faute. Je pensais que ma famille était coupable. » Marco lui a ri au nez. « Tu devrais me remercier, mon garçon. Je t'ai fait roi. » Sans la menace Castellano, l'Empire Caruso a prospéré. Nous nous sommes étendus sur des territoires qu'Antonio aurait bloqués. Nous avons gagné des milliards. Des milliards. Il s'est penché vers lui. Malgré la main de Dominique sur sa gorge, chaque dollar dans ta poche, chaque once de pouvoir que tu détiens, tu me dois tout. Depuis son fauteuil roulant, Vincent poussa un cri semblable à celui d'un animal blessé. Antonio était mon ami. Des larmes coulaient sur les joues burinées du vieux Don. Nous étions enfants ensemble à Palermo. Il m'a sauvé la vie quand nous avions 17 ans. Et toi? Toi, j'ai pris une décision commerciale. La voix de Marco était glaciale. Tu étais trop sentimental pour le faire toi-même. Dominique leva le poing, mais Marco fut plus rapide. 25 ans de violence avaient aiguisé ses réflexes jusqu'à les rendre tranchants comme des rasoirs. Sa main plongea dans sa veste et en ressortit avec un Beretta 9 mm. Dominique se figea. Marco s'éloigna du mur, balayant la pièce de son arme. Assez de sentimentalisme. Sa voix avait perdu toute trace de chaleur. J'allais attendre encore quelques années. Laisser le vieil homme mourir naturellement. Prendre le contrôle progressivement. Mais puisque le petit fantôme avait décidé de se montrer et de tout gâcher, le pistolet se tourna vers Vincent. Je vais simplement avancer le calendrier. Non, Elena ne réfléchit pas. Elle se jeta à travers la pièce au moment où le doigt de Marco appuya sur la gâchette. Le coup de feu explosa dans le silence et Elena sentit le feu lui déchirer l'épaule. La balle transperça l'épaule d'Elena comme une lame brûlante. Elle heurta le fauteuil roulant de Vincent, les projetant tous les deux sur le côté. Le vieux Don tomba de son siège. Elena se tordit en plein vol, enroulant son corps autour de son frêle squelette, le protégeant de sa propre chair et de ses propres os. Ils heurtèrent ensemble le sol en marbre. Du sang chaud et humide coulait de la blessure à son épaule. La douleur était aveuglante, brûlante. Mais Elena avait déjà connu la douleur. Elle serra les dents et tint bon. Dominique se déplaça comme l'éclair. Son Glock sortit de son étui en une fraction de seconde. 3 coups de feu retentirent dans la pièce. Bang! Bang! Bang!
Chacun visait le centre de gravité de Marco. Mais le chirurgien était déjà en mouvement. Il plongea derrière la lourde table à manger en acajou. Les balles éclatèrent le bois à quelques centimètres de sa tête. Le verre vola en éclats. Les bouteilles de vin explosèrent. L'air se remplit de l'odeur âcre de la poudre à canon. Maintenant, la voix de Marco rugit dans le chaos. Les portes s'ouvrirent brusquement. 3 gardes du corps firent irruption, des hommes qu'Helena avait vus plus tôt. Des hommes qui étaient restés silencieux et loyaux à la table des Caruso. Mais leurs armes n'étaient pas pointées sur Marco. Elles étaient pointées sur Dominic, acheté et payé, des traîtres. Dominic grogna, se retournant pour faire face à la nouvelle menace. D'autres coups de feu retentirent derrière eux. Les 3 autres gardes du corps, les loyaux, avaient sorti leurs armes. Sal Mancini, le chef de la sécurité, menait la charge. Un homme imposant, au crâne rasé et aux mains comme des marteaux. Il s'interposa sans hésiter entre son patron et les traîtres. La mezzanine VIP se transforma en zone de guerre. Les balles volaient dans toutes les directions. Les tables se renversaient. Les lustres en cristal explosèrent en une pluie d'éclats scintillants. Les œuvres d'art inestimables, accrochées au mur, furent déchiquetées par des balles perdues. En bas, dans le restaurant principal, des cris retentirent. Les clients se ruèrent vers les sorties. Les serveurs plongèrent derrière le bar. Quelqu'un déclencha l'alarme incendie. Et soudain, les coupes de feu furent accompagnées d'un hurlement électronique assourdissant. « Tuez-les tous !» ordonna Marco, sa voix tranchant le chaos ambiant. Il s'était retiré vers une porte de service, tout en continuant à tirer. Ce soir, l'Empire Caruso tombe. Helena se redressa sur un bras, son épaule lui faisant atrocement mal. Le sang imprégnait son chemisier blanc, s'étalant comme une fleur cramoisie. Vincent gisait à côté d'elle, étourdi, mais vivant. Des mains puissantes l'attrapèrent. « Dominic, tu peux bouger ?» Son visage était à quelques centimètres du sien. Du sang éclaboussait sa joue, mais ce n'était pas le sien. Helena serra les dents pour supporter la douleur. « J'ai connu pire. Ce n'est pas très réconfortant. » Il la releva d'un bras tout en attrapant son père de l'autre. Vincent était un poids mort, conscient, mais trop faible pour se tenir debout. Son corps, ravagé par la maladie de Parkinson, le lâchait au moment où il en avait le plus besoin. « À l'arrière !» cria Dominic. « Allez, bougez !» Ils coururent. Dominic les porta et les traîna à moitié vers la salle VIP privée située à l'arrière de la mezzanine. Des balles sifflèrent. Une balle brisa le miroir accroché au mur à côté de la tête d'Helena, la couvrant d'éclats de verre. Salman Mancini apparut à leur côté, son corps massif absorbant l'espace entre eux et les tireurs. « Allez-y, patron. » Il tira 3 coups de feu par-dessus son épaule sans regarder. « Je vais les retenir, S. Allez-y. » Dominic ne discuta pas. Il ouvrit la porte de la pièce du fond d'un coup de pied et poussa Helena et Vincent à l'intérieur. Helena trébucha sur le seuil, serrant son épaule ensanglantée. Vincent s'effondra sur un canapé en cuir. À bout de souffle, Dominic fut le dernier à entrer. Il claqua la porte, verrouilla le loquet et poussa un lourd meuble contre le cadre. Dehors, les coups de feu continuaient. Des cris d'hommes, du verre qui se brise, le bruit sourd de corps tombant au sol, puis la voix de S hurlant son défi, puis le silence. Dominic appuya son dos contre la porte barricadée, la poitrine haletante, son arme encore fumante dans la main. Ils étaient piégés. L'arrière-salle était un piège. Les yeux d'Helena balayèrent la pièce en quelques secondes. Des canapés en cuir, un bar privé, des peintures abstraites qui valaient plus que sa vie. Pas de fenêtre, pas d'entrée de service, une seule porte, celle qu'il venait de barricader. Aucune issue. Aide-moi avec lui. Dominic était déjà en train de déplacer son père vers le coin, loin de la porte. Le visage de Vincent était devenu gris. Ses mains tremblaient violemment à cause de la maladie de Parkinson ou de la terreur. Helena ne savait pas. Probablement les deux. « Restez avec nous », murmura Dominic en appuyant le vieil homme contre le mur. « Papa, restez avec nous. » Les lèvres de Vincent bougèrent, mais aucun son ne sortit. Helena appuya son dos contre le bord et examina son épaule. Elle repoussa le tissu imprégné de sang de son chemisier, serrant les dents pour supporter la douleur. La balle avait traversé le muscle, manquant l'os et l'artère de quelques millimètres.
Elle avait eu de la chance, une chance incroyable. Elle allait saigner, mais elle n'allait pas mourir. Pas de ça, en tout cas. Bang! La porte trembla. Bang! Bang! Le bois se fendit, le meuble racla le sol. Ils vont entrer. Dominic leva son Glock et visa la porte. Il avait la mâchoire serrée. Son regard était froid. La porte explosa vers l'intérieur. Une silhouette massive enfonça l'un des hommes de Marco. Une brute armée d'un pistolet mitrailleur serré dans ses poings. Il braqua le canon vers Dominic. Dominic tira. Clic. Vide. Le tireur sourit. Elena bougea. 15 ans à se cacher, 15 ans à être invisible. Mais avant cela, avant le massacre, avant la fuite, elle avait été une Castellano. Et les Castellano étaient entraînés dès la naissance. Sa main se posa sur sa chaussure. Le couteau était dans sa paume avant même qu'elle ait fini de penser. Elle le lança. La lame virevolta dans les airs, un éclair argenté dans la pénombre, et s'enfonça jusqu'à la garde dans le poignet du tireur. Il hurla. La mitraillette tomba bruyamment sur le sol. Elena était déjà en mouvement. Elle réduisit la distance en 2 pas, enfonçant son coude dans sa gorge avec toute la force qui lui restait. Le cartilage craqua. Les yeux de l'homme se sont exorbités. Il a titubé en arrière, étouffé par sa propre trachée écrasée. Elena a ramassé l'arme tombée, s'est retournée et lui a asséné un coup de crosse sur la tempe. Il s'est effondré comme une pierre. Silence. Elena se tenait debout au-dessus du corps inconscient, la poitrine haletante, du sang coulant de son épaule sur la moquette. La mitraillette lui semblait naturelle dans les mains, familière, comme si elle saluait une vieille amie. Elle se retourna. Dominic la regardait, non pas avec suspicion, ni avec crainte, mais avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. « Où diable as-tu appris ça? » Elena vérifia le chargeur. « À moitié plein, il faudrait faire avec. » Mon père ne m'a pas seulement enseigné les langues anciennes. Elle traversa la pièce et mit l'arme dans les mains de Dominic. Leurs doigts se touchèrent. Les siens étaient chauds, fermes. Les siens étaient glissants de sang. Il la regardait différemment maintenant. Ce n'était plus la serveuse tremblante. Ce n'était plus l'invisible, mais une guerrière. « Tu es pleine de surprises, Castellano. » Elena faillit sourire. « Faillit, tu n'as pas idée. » Des pas lourds résonnaient dans le couloir, des cris, le cliquetis des chargeurs qui se rechargeaient. Il y en avait d'autres, beaucoup d'autres. Dominic vérifia le pistolet. Son visage était sombre. Nous sommes piégés. Ensemble, ils repoussèrent le lourd meuble en acajou contre la porte brisée. Ils ne tiendraient pas longtemps. Elena pouvait les entendre se regrouper dans le couloir. Des voix rauques, la symphonie métallique des armes que l'on préparait. Marco aboyant des ordres. 5 minutes, peut-être moins. 5 minutes à vivre. Dominic vérifia l'état de son père. Vincent avait perdu connaissance. Sa respiration était faible mais régulière. Le choc avait submergé son organisme fragile. « Il a besoin d'aller à l'hôpital, » dit Elena doucement. « Il a d'abord besoin de nous pour survivre. » Dominic se tourna vers elle. Son regard se posa sur son épaule. Le sang coulait toujours, imprégnant son chemisier déchiré, goûtant sur le tapis persane. « Assieds-toi. » Ce n'était pas une demande. Elena s'assit sur le canapé en cuir, son corps prenant soudain conscience de la quantité de sang qu'elle avait perdu. La pièce vacillait légèrement. Elle agrippa l'accoudoir pour se stabiliser. Dominic s'agenouilla devant elle. Il ôta sa veste de costume déchirée et déchira un morceau de la doublure en soie. Ses gestes étaient efficaces, expérimentés, ceux d'un homme qui avait déjà soigné des blessures. « Ça va faire mal, je connais la douleur. » Il leva les yeux vers elle. Quelque chose changea dans ses yeux noirs et joyeux. « Je vois ça. » Il pressa la soie contre sa blessure. Elena siffla entre ses dents, mais ne cria pas. La pression était atroce. Des aiguilles brûlantes lui transperçaient l'épaule. Mais elle avait connu pire, la nuit du massacre, les années passées en famille d'accueil, les innombrables petites violences d'une vie passée à fuir. Ce n'était qu'une cicatrice de plus. Dominic noua le bandage de fortune avec une douceur surprenante. Ses doigts effleurèrent sa peau, chaud contre sa chair froide. « Je suis désolé. » Les mots étaient si discrets qu'elle faillit ne pas les entendre. Pourquoi? Il ne leva pas les yeux. Il garda son regard fixé sur le nœud qu'il était en train de faire.
Pour les 15 ans que Marco a passé au nom de ma famille, pour les funérailles auxquelles j'ai assisté sans connaître la vérité. Elena observa son visage, sa mâchoire dure, les rides autour de ses yeux, le poids qu'il portait dans chaque muscle. Pour la première fois, elle ne voyait pas le chef de la mafia. Elle vit un homme hanté, coupable, humain. « Pourquoi étiez-vous là ?» demanda-t-elle doucement. « Aux funérailles. Vous n'étiez ni de la famille, ni un ami. Pourquoi êtes-vous venu ?» La main de Dominique se posa sur son épaule. « Parce que j'avais 21 ans et que j'étais hanté par des cauchemars. » Sa voix était rauque, honnête. Des cauchemars sur un massacre que je n'avais pas ordonné, mais que je n'avais pas pu empêcher. Je devais voir si quelqu'un avait survécu. Pensais-tu que quelqu'un avait survécu? J'ai prié pour que quelqu'un ait survécu. Elena fronça les sourcils. Pourquoi prier pour la survie de ton ennemi? Finalement, il leva les yeux. Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Parce qu'une partie de moi savait que c'était mal, répondit-il. Tout cela, les corps, le silence, la façon dont mon père pleurait quand il pensait que personne ne le regardait. Quelque chose était brisé, et j'avais besoin de savoir qu'au moins une vie innocente avait échappé au carnage. Elena ne pouvait plus respirer. Pendant 15 ans, elle avait imaginé les Caruso comme des monstres, des créatures sans âme qui massacraient sans remords. Mais Dominique avait prié pour elle, un garçon de 21 ans, debout sous la pluie à l'enterrement d'un inconnu, espérant contre toute attente que quelqu'un avait survécu. « Tu ne savais pas, » murmura-t-elle. « À propos de Marco? » « Non, » répondit-il en serrant les mâchoires. « Mais j'aurais dû le voir. » Leurs regards se croisèrent, des coupes de feu retentirent à l'extérieur, des cris, la porte claquait sous les coups violents. Rien de tout cela n'avait d'importance à ce moment-là. Entourés de sang, de chaos et de mort, quelque chose passa entre eux, un lien fragile, tacite. Vincent remua, ouvrit les yeux, d'abord confus, puis son regard s'aiguisa à mesure que ses souvenirs lui revenaient. Les coups de feu, la trahison, la fille qui s'était jetée entre lui et une balle, la fille Castellano. Sa voix n'était qu'un murmure à peine audible. « Tu es toujours là. » Elena était assise sur le sol à côté du canapé, le dos contre le mur, son épaule bandée palpitant à chaque battement de cœur. Toujours là, Vincent lutta pour s'asseoir. Dominique s'approcha pour l'aider, calant des oreillers derrière le dos frêle de son père. Pourquoi? Les yeux écarquillés de Vincent fixèrent Elena. Pourquoi m'as-tu sauvé après tout ce qui s'est passé? Pourquoi? Elena resta silencieuse pendant un long moment. Je ne sais pas. C'était la vérité. 15 ans de haine. Et quand le moment était venu, elle avait agi sans réfléchir. Par instinct, par réflexe, par quelque chose de plus profond que la vengeance. Dis-moi. La main tremblante de Vincent se tendit vers elle, mais ne l'atteignit pas. Dis-moi ce qui t'est arrivé après cette nuit-là. Où es-tu allé? Elena fixait le mur en face d'elle. Sa voix, lorsqu'elle prit la parole, était plate, dénuée d'émotion. La voix de quelqu'un qui avait répété cette histoire 1000 fois dans le silence de son esprit. Un inconnu m'a trouvé errant sur les routes à l'extérieur de Palermo. Je ne me souviens pas de son visage. Il m'a conduite dans un orphelinat à Naples et m'y a laissé sans un mot. Elle fit une pause, respira. J'avais 12 ans. Je n'ai pas parlé pendant 3 mois. Les religieuses pensaient que j'étais muette. Dominique s'assit par terre en face d'elle, écoutant sans l'interrompre. Les autres enfants ont découvert qui j'étais. Castellano, princesse de la mafia. Ils ont fait de ma vie un enfer. Coups, vols. Une fois, ils m'ont maintenu de force et m'ont coupé les cheveux avec des ciseaux de cuisine. Sa main se posa inconsciemment sur ses boucles brunes. J'ai appris à être invisible, à ne pas exister. C'était la seule façon de survivre. La voix d'Elena Dominique était douce. Elle continuait à parler. Elle ne pouvait plus s'arrêter maintenant. À 16 ans, un couple américain m'a adopté. Je pensais que c'était un miracle, une seconde chance. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Ils voulaient une servante, pas une fille. Je nettoyais leur maison, préparais leur repas, dormais au sous-sol. Si je me plaignais, le mari le faisait. Elle s'arrêta. Certaines choses n'avaient pas besoin de mots. Je me suis enfui à 18 ans. J'ai vécu dans les rues de Chicago pendant 6 mois. Dans des refuges quand j'en trouvais. Dans des ruelles quand je n'en trouvais pas. Vincent poussa un cri, de chagrin, d'horreur, de honte. Elena continua.
d'une voix qui ne vacillait pas. De 19 à 22 ans, j'ai eu 3 emplois. Serveuse, femme de ménage, nuit dans une station-service. Je dormais dans ma voiture, une Honda rouillée que j'avais achetée 300 $. Je prenais des cours quand je pouvais me le permettre. J'ai appris toute seule à disparaître à la vue de tous. Elle se tut. Dominic observait son visage. Puis Elena serra les mâchoires, la première fissure dans son armure. À 22 ans, quelque chose de grave s'est produit. Elle ne donna pas plus de détails. Sa main se posa sur son ventre. Un geste si bref, si inconscient que seule une personne attentive pouvait le remarquer. Dominic le remarqua. Il n'a pas posé de questions. Après cela, je suis venu à New York, j'ai trouvé un emploi chez Bessima, j'ai fait profil bas, je suis devenu personne. Le silence a envahi la pièce. L'histoire d'Elena flottait dans l'air. 15 années de souffrance condensées en quelques phrases laconiques. Pas de larmes, pas d'apitoiement sur soi-même, juste des faits. Froide, clinique, dévastatrice. Elena. Dominic s'est penché en avant. Non, sa voix s'est aiguisée. Je n'ai pas besoin de pitié. J'ai survécu. C'est tout ce qui compte. Les yeux de Vincent brillaient de larmes retenues. Nous avons une dette envers vous que nous ne pourrons jamais rembourser. Ma famille, c'est nous qui vous avons fait ça. Même si c'est Marco qui a appuyé sur la gâchette, l'arme était la nôtre. Je ne veux pas de votre dette. Elena le regarda enfin. Je ne veux pas de votre argent, de vos excuses, de votre culpabilité. Alors que voulez-vous? La question venait de Dominic. Calme, sincère. Elena ouvrit la bouche puis la referma. Je ne sais plus, murmura-t-elle. Pendant 15 ans, j'ai voulu me venger. J'en rêvais chaque nuit. Mais maintenant, elle regardait Dominic. L'homme qui avait prié pour sa survie, l'ennemi qui n'était pas vraiment un ennemi. Maintenant, je ne sais plus ce que je veux. Bang! La porte claqua violemment. Bang! 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 Le bois craqua, les charnières grincèrent. Ils étaient à court de temps. Les yeux d'Elena balayèrent la pièce. Quelque chose la tracassait. Un souvenir. Un murmure du passé. Les boiseries sur les murs. Les moulures ornées. La façon dont le plancher craquait selon un motif précis. J'ai déjà vu ça. Pas cette pièce, mais quelque chose qui y ressemble. Quelque chose qui remonte à une vie entière. La voix de son père résonna dans son esprit. Tard le soir, sur la terrasse en Sicile, il lui racontait des histoires sur les vieilles familles, leurs secrets, leurs voies d'évasion. Les Siciliens qui sont venus en Amérique étaient des survivants. Ma petite ombre, ils ont construit des tunnels sous leurs bâtiments, des passages secrets datant de l'époque de la Prohibition, des chemins secrets pour transporter du whisky, de l'argent, des gens. Certains de ces tunnels existent encore sous les plus anciens bâtiments de Manhattan. Elena se leva si vite qu'elle eut un vertige. Je connais un moyen de sortir. Dominic la regarda comme si elle avait perdu la tête. Quoi? Ce bâtiment? Elle se dirigea vers le mur du fond, ignorant la douleur lancinante dans son épaule. Il a été construit en 1925, à l'époque de la Prohibition. Mon père m'a parlé des tunnels, des passages secrets construits par les familles siciliennes qui possédaient ces immeubles. Elle passa ses mains sur les panneaux de bois, frappant, écoutant. Solide, solide, solide. Bang! La porte derrière eux se fendit. Des éclats de bois volèrent dans les airs. Ici, Elena appuya sur une rosace décorative sculptée dans le bois. Quelque chose cliqua. Une partie du mur pivota vers l'intérieur. Un air froid s'échappa, vicié, humide, portant l'odeur de la poussière et des décennies oubliées. Au-delà de l'ouverture, l'obscurité s'étendait à l'infini. Des marches de pierre descendaient dans le noir. Mon Dieu, Dominic fixa le passage. Comment as-tu fait? Mon père savait des choses. Elena attrapa une bougie sur le bord, l'alluma d'une main tremblante, des choses qu'il s'était assuré que je n'oublierais jamais. Dominic hésita. Son regard passa du passage secret au visage d'Elena. Tu veux que je te fasse confiance? Une Castellano? La question resta en suspens entre eux. Elena soutint son regard sans ciller. Pour l'instant, je suis ta seule chance. Alors oui, fais-moi confiance. Un autre fracas derrière eux. Le meuble glissait, des voix criaient. Les hommes de Marco sont sur le point de franchir la barricade. Dominic regarda son père inconscient sur le canapé, regarda la barricade qui s'effondrait,
regarda la femme qui avait été son ennemie pendant 15 ans. Puis il acquiesça. Montre-moi le chemin. Il souleva Vincent sur son dos avec un grognement. Le vieil homme ne pesait presque rien. 80 ans de vie, réduits à des os creux et une peau fine comme du papier. Helena franchit la première l'ouverture. La flamme de la bougie vacillait, projetant des ombres dansantes sur les anciens murs de pierre. Les marches étaient glissantes d'humidité. L'air avait le goût de l'histoire. Derrière eux, la porte finit par céder. Le bois explosa vers l'intérieur. Des hommes se précipitèrent à travers la brèche. Les faisceaux des lampes torches transperçaient l'obscurité. Là, le mur. Helena ne se retourna pas. Elle descendit dans le noir. Dominic la suivait de près. Les bruits de la poursuite résonnaient au-dessus d'eux. Le passage les engloutit. Le tunnel se terminait en enfer. Helena émergea du passage étroit dans une vaste salle souterraine, une station de métro abandonnée, oubliée par le temps. Des piliers effrités s'élevaient vers un plafond voûté. Des rails rouillés disparaissaient dans l'obscurité. Des graffitis recouvraient les murs comme des blessures, et Marco Benedetti se tenait au centre de tout cela. 5 hommes armés l'entouraient, les armes levées, leurs viseurs laser peignant des points rouges sur la poitrine d'Helena. « Tu pensais vraiment pouvoir t'échapper, petite fantôme? » La voix de Marco résonna dans l'espace caverneux. Il s'avança, ses chaussures cirées craquant sur des décennies de débris. Le chirurgien semblait presque amusé. « J'ai passé 20 ans à couvrir toutes les issues. Tu pensais que je ne connaissais pas les anciens tunnels? J'ai lu tous les dossiers, tous les plans, tous les secrets que vos précieuses familles siciliennes ont essayé d'enterrer. » Helena s'arrêta net. Derrière elle, Dominic apparut, Vincent toujours accroché à son dos. Il comprit immédiatement la situation. Les hommes armés, les issues bloquées, le piège dans lequel ils étaient tombés. Marco. La voix de Dominic était glaciale. Laisse-les partir. C'est entre nous. Entre nous. Marco rit. Non, Dominic. Cela a cessé d'être entre nous au moment où cette fille a ouvert la bouche. Elle en a trop vu. Elle en sait trop. Et franchement, dit-il en se tournant vers Helena, ses yeux morts rencontrant les siens, j'ai une affaire à régler avec la lignée Castellano. Il s'avança lentement vers elle, savourant l'instant. Tu sais ce qui est drôle, petite princesse? Ta mère avait le même regard provocateur, la même flamme dans les yeux juste avant que je lui mette une balle dans la tête. Le monde s'arrêta. Helena ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser, ne pouvait plus rien ressentir à part le rugissement dans ses oreilles. Sa mère, pendant 15 ans, elle s'était posé des questions, s'était torturée avec des questions. Qui avait appuyé sur la gâchette? Qui avait mis fin à la vie de la femme qui l'avait embrassée sur le front et lui avait promis un gâteau pour le petit déjeuner? Maintenant, elle savait. Toi. Le mot sortit étranglé, brisé. Tu l'as tué. Marco sourit, le sourire d'un homme qui décrit un souvenir agréable. Elle a supplié, tu sais, pas pour elle-même. Ta mère était trop fière pour cela. Elle a supplié pour toi. « Épargne ma fille », répétait-elle sans cesse. « Ce n'est qu'une enfant. Épargne ma fille, je t'en supplie. » Il s'arrêta à 1 mètre d'Helena. « J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû te trouver dans cette cave et finir le travail. Ça m'aurait évité bien des ennuis ce soir. » Quelque chose se brisa en Helena. La peur, la culpabilité, les 15 années passées à fuir, à se cacher et à prétendre n'être personne. Tout cela s'est consumé pour laisser place à la rage. Une rage pure, brûlante, absolue. Elle a pensé aux mains de sa mère qui tressaient ses cheveux, au rire de son père qui résonnait sur la terrasse, au sourire de son frère le jour de son mariage. Tous disparus à cause de cet homme. Helena s'est redressée. Les tremblements ont cessé. La douleur dans son épaule s'est estompée. Tout s'est estompé, sauf le monstre qui se tenait devant elle. Helena, l'avertissement de Dominic, est venu par derrière. « Non », dit-elle en s'avançant, dépassant Dominic et Vincent, se plaçant directement entre les armes et les hommes qu'elle avait sauvés. Marco haussa un sourcil. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix d'Helena était calme, froide, la voix de ses ancêtres. « Tu veux Castellano, princesse ?» Elle écarta les bras. Une cible facile. Un défi. Vienne la chercher. Le sourire de Marco disparut. Il leva son arme et le monde explosa sous les coupes de feu. La première balle n'atteignit jamais Helena.
Elle venait de derrière Marco. Une détonation tonitruante qui fit tomber l'un de ses hommes armés en plein tir. Puis un autre, et encore un autre. Salmanini surgit d'un tunnel latéral comme un taureau en pleine charge. 6 hommes loyaux le suivaient. Son chemisier était imprégné de sang. Une entaille lui fendait le front. Mais il était vivant et furieux. Pour les Caruso, la gare abandonnée était en proie à la guerre. Les coupes de feu résonnaient sur les murs de pierre, leur bruit se multipliant en un rugissement assourdissant. Les flashs des canons éclairaient l'obscurité comme des éclairs. Les hommes hurlaient, les corps tombaient. Les balles faisaient des étincelles sur le métal rouillé et les piliers anciens. Elena plongea derrière une colonne en ruine. Son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Le chaos régnait partout. Les hommes de salle engageaient le combat avec les hommes armés de Marco. Dominic traînait son père à l'abri. Les ombres et la lumière dansaient dans les éclairs des coups de feu. Elle vit Marco. Il battait en retraite vers un tunnel lointain, utilisant ses hommes comme boucliers. Il s'échappait à nouveau. Non. Elena se repoussa de la colonne, prête à le poursuivre. Elle ne vit pas le bras de Marco se lever. Elle ne vit pas le pistolet pointé sur sa poitrine. Mais Dominic le vit. Il réagit plus vite que la pensée, plus vite que l'instinct. Il se jeta dans la trajectoire de la balle au moment où Marco tirait. La balle lui transperça l'épaule. Dominic tourna sur lui-même, tomba et heurta violemment le béton. Non. Elena le rattrapa avant que sa tête ne heurte le sol. Non, non, non. Du sang coulait entre ses doigts alors qu'elle appuyait sur la blessure. Tant de sang. Trop. Le visage de Dominic était pâle, sa respiration saccadée, mais ses yeux gris tempête, trouvèrent les siens. Pourquoi? La voix d'Elena se brisa. Pourquoi as-tu fait ça? Il sourit, un sourire douloureux, brisé. Parce que je devais une vie à ta famille. Sa main pressa son Glock dans la paume de sa main. Va finir le travail. Elena regarda le pistolet, regarda Dominic, regarda Marco qui disparaissait dans l'ombre. Elle courut. Son épaule blessée hurlait. Ses poumons brûlaient, mais la rage la portait vers l'avant. 15 ans de rage, condensés en un seul objectif. Marco l'entendit arriver. Il se retourna, levant son arme. Trop lentement. Elena tira une fois. La balle lui brisa la rotule. Marco s'effondra dans un hurlement de douleur, son arme tombant dans l'obscurité. Il essaya de ramper. Elena repoussa l'arme d'un coup de pied et se tint au-dessus de lui, le Glock pointé sur son crâne. « Pour ma mère », dit-elle en appuyant sur la détente. « Pour mon père. » Marco leva les yeux vers elle. Aucune peur dans son regard, juste une froide acceptation de ses 15 années. Elena, la voix de Dominic, lointaine, faible mais claire. « Arrête », elle ne se retourna pas. « Si tu le tues ainsi, tu deviendras comme lui. Laisse-le souffrir. Laisse notre justice s'occuper de lui. » Une toux, un gémissement. Une balle est trop rapide, trop miséricordieuse. La main d'Elena trembla. Le pistolet vacilla. Elle pensa à sa mère suppliant pour la vie de sa fille, mourant avec le nom d'Elena sur les lèvres. Elle pensa à la fillette effrayée de 12 ans qui se cachait dans le noir. Elle pensa à celle qu'elle voulait devenir. Tu as raison. Sa voix était creuse. La mort serait une miséricorde. Elle baissa le pistolet et enfonça son pied dans le visage de Marco avec toute la force qui lui restait. Sa tête bascula en arrière. Ses yeux se révulsèrent. Il s'affaissa, pas mort mais brisé. Elena se tenait debout au-dessus de son corps inconscient, la poitrine haletante, du sang coulant de son épaule. Pas de pardon, mais pas de meurtre non plus. L'aube se levait sur Manhattan. Dans une maison fortifiée de l'Upper East Side, l'un des refuges les plus sûrs de la famille Caruso, les survivants se réunirent pour faire le point sur les dégâts. Marco Benedetti était vivant. Il aurait préféré ne pas l'être. Les hommes de Salman Mancini l'avaient traîné hors de la station de métro comme une marionnette brisée. Son genou fracassé avait été bandé grossièrement, juste assez pour lui permettre de respirer, juste assez pour s'assurer qu'il subirait tout le poids de la justice des Caruso. Dans le monde souterrain, il y avait des destins pires que la mort. Marco allait tous les découvrir. Dominic était assis sur un canapé en cuir, l'épaule bandée de manière professionnelle par un médecin qui ne posait aucune question. La balle avait traversé son corps de part en part, ce qui était douloureux,
mais pas mortel. Il porterait une nouvelle cicatrice, un nouveau souvenir. Elena se tenait près de la fenêtre, regardant la ville se réveiller. Sa propre blessure avait été recousue et pansée. Le médecin lui avait proposé des analgésiques. Elle avait refusé. Elle voulait tout ressentir. Elle avait besoin de tout ressentir, Elena. La voix de Vincent, faible mais ferme, elle se retourna. Le vieux Don était assis dans son fauteuil roulant, semblant plus petit qu'avant. Les événements de la nuit avaient épuisé le peu de force qui restait dans son corps défaillant, mais ses yeux étaient clairs, déterminés. « Viens t'asseoir avec moi. » Elena traversa la pièce et s'assit dans le fauteuil à côté de lui. Elle ne dit rien, attendit. « Je ne peux pas défaire ce qui a été fait. » La main tremblante de Vincent chercha la sienne. Après un moment d'hésitation, elle le laissa la prendre. « Je ne peux pas te rendre ta famille, ton enfance, les années qui t'ont été volées, dit-il en serrant sa main plus fort. Mais je peux te donner quelque chose, la vérité, et ce qui t'appartient. Elena fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Vincent fit signe à Dominique, qui sortit un dossier en cuir usé d'un coffre-fort voisin. Il le tendit à son père. La famille Castellano n'avait pas été complètement détruite. Vincent ouvrit le dossier, révélant des documents jaunis, des photographies, des relevés bancaires. Ton père était un homme prudent. Il s'était préparé au pire. Il plaça le dossier dans les mains d'Elena. Il y a un coffre-fort en Sicile, caché sous le domaine ancestral de ta famille. À l'intérieur se trouvaient des actifs, de l'argent, des biens immobiliers, des actes, des documents. Tout ce qu'Antonio a construit en 30 ans. Elena fixa les papiers, des chiffres dansaient devant ses yeux. Des adresses, des numéros de compte, une fortune dont elle ignorait l'existence. Il y a aussi une liste, poursuivit Vincent. Les noms des personnes qui sont restées fidèles à ta famille. Des soldats, des hommes d'affaires, des politiciens. Ils ont attendu, Elena. Ils ont attendu le retour de l'héritière légitime. Les mains d'Elena tremblaient. Tu n'es pas un fantôme, mon enfant. La voix de Vincent se brisa sous le coup de l'émotion. Tu es une reine en exil et l'Empire Castellano t'attend pour que tu le revendiques. Le dossier lui semblait incroyablement lourd dans ses mains. J'ai passé 15 ans à essayer d'oublier qui je suis. La voix d'Elena n'était qu'un murmure, comme si elle essayait de disparaître. Et maintenant, tu me dis ça, des mains chaudes recouvrirent les siennes. Dominique. Il avait traversé la pièce en silence et s'était agenouillé à côté de sa chaise. Ses yeux gris rencontrèrent les siens, non plus froids, mais doux, pleins d'espoir. « Maintenant, je te dis que tu as le choix, dit-il doucement. Qui tu veux être, ce que tu veux construire. Plus besoin de fuir, plus besoin de te cacher. » Elena le regarda, puis elle regarda Vincent, le dossier rempli de fantômes et de possibilités, puis elle regarda par la fenêtre. Le soleil se levait sur New York. Une lumière dorée se répandait sur l'horizon, peignant la ville de nuances d'ambre et d'espoir. Pendant 15 ans, elle avait été invisible. Pendant 15 ans, elle n'avait été personne. Mais alors que l'aube se levait sur Manhattan, Elena Castellano comprit quelque chose. Elle ne voulait plus disparaître. 3 mois plus tard, Elena se tenait sur le balcon d'un penthouse de Manhattan, regardant le coucher de soleil peindre la ville de nuances dorées et cramoisies. Elle était transformée. Ses cheveux châtains tombaient librement sur ses épaules. Fini les chignons sévères, fini de se cacher. Les lunettes épaisses avaient disparu, révélant ses yeux verts saisissants qui la caractérisaient en tant que Castellano. Elle portait une robe noire simple qui lui allait à la perfection, élégante sans être ostentatoire. La serveuse effrayée avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait traversé le feu et en était ressortie forgée dans l'acier. Mais si vous regardiez de près, vraiment de près, vous pouviez encore voir les ombres, le chagrin qui ne s'estomperait jamais complètement. Les cicatrices visibles et invisibles qui retraçaient son parcours à travers l'enfer. Elle n'était pas brisée, elle était quelque chose de mieux. Elle était forte. La porte vitrée s'ouvrit derrière elle. La vue était magnifique. Dominique la rejoignit à la balustrade. Son épaule avait bien guéri, juste une cicatrice de plus à ajouter à sa collection. Il se tenait assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur, mais pas trop près pour ne pas l'étouffer. Il avait appris à respecter ses limites. Il les respectait. Le voyage en Sicile est confirmé.
dit-il doucement. Mon père veut venir. Il dit qu'il doit à ta famille de lui rendre hommage comme il se doit cette fois-ci. Elena acquiesça lentement. Et toi? Pourquoi viens-tu? Dominic resta silencieux pendant un long moment. Parce que j'ai promis de te protéger. Je peux me protéger toute seule. Je le sais. Un soupçon de sourire. J'en ai vu la preuve. Mais ce n'est pas la seule raison. Elena se tourna vers lui. Alors pourquoi? Sa main se leva lentement, lui laissant le temps de s'éloigner. Elle ne le fit pas. Ses doigts effleurèrent sa joue, doucement, avec révérence, comme s'il touchait quelque chose de précieux. Parce que j'ai moi aussi passé toute ma vie dans l'ombre, dit-il doucement. Je me suis caché derrière des masques, jouant le rôle que tout le monde attendait de moi. Et peut-être quoi? Peut-être qu'il est temps pour nous deux de sortir de l'ombre. Elena plongea son regard dans ses yeux gris tempête. Les yeux d'un homme qui avait prié pour sa survie il y a 15 ans, l'homme qui avait pris une balle destinée à son cœur. Elle se pencha vers lui. Le baiser fut doux, hésitant, une question plutôt qu'une exigence. Elle y répondit. Quand ils se séparèrent enfin, le soleil avait disparu sous l'horizon. Les premières étoiles apparaissaient au-dessus de Manhattan. « La Sicile » murmura Elena contre ses lèvres. « Sicile » acquiesça Dominic. Et pour la première fois en 15 ans, Elena Castellano attendait demain avec impatience. Quelque part dans l'ombre, un bureau sombre, à des milliers de kilomètres des lumières scintillantes de Manhattan. Un homme était assis derrière un bureau antique, le visage éclairé uniquement par la lueur d'un écran d'ordinateur portable. Il faisait défiler des photos de surveillance. Selena sur le balcon, Dominic à ses côtés, leurs doigts entrelacés. À côté de l'ordinateur portable se trouvaient des photos plus anciennes, jaunies par le temps, un portrait de famille d'une époque plus heureuse, Antonio Castellano, sa femme Isabella, leurs enfants réunis autour d'eux, et une autre photo. Une petite fille aux yeux verts assise sur les genoux d'un homme, riant de quelque chose hors du cadre. Son visage était net. Le sien était caché dans l'ombre. La petite princesse avait donc survécu. La voix de l'homme était douce, cultivée, celle de quelqu'un habitué au pouvoir. Et maintenant, elle s'est alliée au Caruso. Comment? C'est inattendu. Une deuxième voix émergea de l'obscurité derrière lui. Plus jeune, plus dure. Devrions-nous l'éliminer? Non. L'homme assis au bureau prit la photo de la jeune Elena. Il l'étudia avec quelque chose qui pouvait être de l'affection ou de la convoitise. Nous attendons. Nous observons. Si elle va en Sicile et ouvre ce coffre-fort, dit-il en reposant soigneusement la photo, elle trouvera plus que de l'argent, plus que des titres de propriété et des comptes bancaires. Elle découvrira la vérité sur qui a vraiment ordonné le massacre. Silence. Et quand elle découvrira cette vérité, l'homme sourit, un sourire froid et patient. Alors nous verrons de quoi est vraiment faite la petite princesse. L'écran de l'ordinateur portable s'éteignit. La photo resta sur le bureau. Un enfant qui rit et un homme sans visage. Le véritable ennemi n'a jamais été les Caruso.